Bonjour et bienvenue à cette émission du jeudi. Pénélope McQuaid avec vous ce matin. Je prends juste un petit moment pour vous faire part d'un événement vécu hier soir. Hier soir, je suis sûre, mais on va faire ça dans une vingtaine de minutes après mon prochain invité, mon premier invité en fait de l'émission, qui a un parcours fascinant. Alors, il était un fervent astrologue. Il a fait partie du bureau de la Fédération des astrologues francophones. Il est devenu, en quelques années, un des critiques les plus articulés de l'astrologie, donc pour démonter scientifiquement cette pseudoscience. Il est de passage au Canada pour raconter son histoire à l'invitation de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. C'est notre ami Joël Leblanc qui est avec nous comme journaliste scientifique, qui nous a pisté. Bonjour Serge Brett-Morel. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous voulez que je vous lise votre horoscope du jour? Lequel? Je ne sais pas c'est quoi votre signe. Moi, j'aime pas donner mon signe aux astrologues. Je préfère qu'ils le cherchent. C'est oui, marrant. c'est ça. Parce que là, je me disais, si votre horoscope du jour vous dit que vous allez être malchanceux aujourd'hui et que vous perdez votre portefeuille, il y a des raisons de croire que ça peut fonctionner, Bien non? sûr. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut une méthodologie. C'est-à-dire, si vous voulez commencer à voir si c'était juste une coïncidence ou non, il faudrait prendre un petit calepin et puis noter les jours où ça arrive et puis les jours où ça n'arrive pas déjà. Donc, on parlerait pas d'un ratio très avantageux pour faire croire en... C'est quand même incroyable que pour l'instant, personne ne l'ait fait. Ah ouais, OK. Personne ne fait ça? Ah non, je pense pas, non. Non, les astrologues ne sont pas organisés. Ils n'essayent pas de valider leur croyance ou leur savoir. Et donc, c'est un des gros problèmes de l'astrologie. Et ce qui est fascinant dans votre parcours, c'est que vous avez tenté, parce que vous croyez en ce que vous proposiez lorsque vous étiez astrologue, et vous avez voulu donc valider, béton, ces croyances-là. Mais on va remonter plus loin. Est-ce que vous aviez du succès, d'ailleurs, comme astrologue? Alors en fait, je ne suis pas allé jusqu'à monter un cabinet et donner des consultations, puisque quand je suis rentré en contact avec les astrologues, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé trésorier de la FDRF, et je me suis retrouvé en contact avec tous les astrologues de France, et j'ai pu constater les divergences incroyables qu'il y a entre chaque astrologie. Parce qu'on dit toujours l'astrologie, mais en fait, il y a des tas d'astrologies différentes et qui ne sont pas compatibles entre elles. Donc moi, j'arrivais avec une formation en philo, j'avoue que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en les voyant faire et en les voyant dire des choses vraiment auxquelles je n'adhérais pas, moi, j'avoue que très rapidement, j'ai perdu confiance dans ma pratique. Ce qui fait que je n'ai pas pu aller jusqu'à prendre le risque. Pour moi, c'était important de ne pas dire n'importe quoi à des gens qui venaient me demander des conseils de vie. Avant de perdre confiance, vous avez quand même offert votre confiance à cette pseudo-science-là. Comment ça a commencé pour vous, la rencontre avec l'astrologie? Vous étiez jeune. Oui, il y a plusieurs moments. Mais je dirais que le plus important, le dernier, c'était un moment où j'allais vraiment pas bien. Et en fait, un moment, j'achète le livre des prévisions pour l'année, je ne sais plus, 98, je crois. Et en lisant le portrait de mon signe qui était là, il était plus détaillé que d'habitude. Et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il parlait de moi. C'est typiquement ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est-à-dire que c'est écrit d'une façon que peu importe qui le lit, on va retirer quelque chose pour soi. C'est ça l'effet Barnum? Oui, en fait, l'effet Barnum, c'est qu'on peut écrire quelque chose qui est applicable à quasiment n'importe qui, mais quand on le lit, on est surpris. Et l'effet Barnum, c'est de se dire « Waouh, ça a été écrit pour moi ». Et donc, moi, j'avais un parcours d'adolescent, de remise en question, de questionnement sur moi, etc. Et donc, j'avais l'impression que c'était écrit là-dedans. Donc, je suis tombé, moi, dans l'astrologie comme ça. Est-ce que ça vous a offert des réponses? Qu'est-ce que ça vous a offert qui fait en sorte que vous avez continué? Parce qu'il y a eu une numérologie, il y a eu de la voyance aussi que vous avez... Non? Non, moi je suis juste resté dans l'astrologie. Ah, OK. Éventuellement, je me tirais les cartes comme ça, mais pas... Enfin, je ne tirais pas trop les cartes aux gens. OK. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu poursuivre donc dans cette voie et creuser l'astrologie pour vous? Il y a vraiment plein de raisons. Notamment, moi, c'est ce que j'aime bien rappeler, c'est que j'ai un parcours où j'ai passé des années en maths et en physique à l'université. Après, j'ai fait philosophie. Et ce que je le voyais bien, il y a quelque chose que je n'avais pas compris, c'était les lois du hasard.
C'est-à-dire quand vous étudiez les maths et la physique, les probabilités, ce genre de choses, c'est la base, quoi. On a besoin tout le temps. Et moi, je n'ai jamais compris ça, je n'y arrivais pas. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que j'accordais énormément d'importance à de simples coïncidences. Et je me disais, mais ça ne peut pas être par hasard que ça se produit en même temps, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de moyens d'expliquer simplement, en fait, des choses qui ont l'air d'être extraordinaires. Juste pour revenir sur la Fédération des astrologues francophones, vous étiez trésorier. Qu'est-ce que cette association, cette fédération? Alors cette fédération, j'étais allé vers elle parce qu'elle proposait de rénover l'astrologie. Son objectif, c'était d'essayer d'en faire une science humaine. Et donc de rompre avec les vieilles recettes traditionnelles de voyance et ce genre de choses. Mais ça veut dire quoi, en faire une science humaine par rapport à ce que c'était? Entrer à l'université. OK. Carrément. Enfin, l'objectif était ambitieux. Et après, très rapidement, j'ai vu que les personnes ne se rendaient pas compte, ne se donnaient pas les moyens de bâtir une connaissance solide et rigoureuse. Donc, de toute façon, cet objectif-là, pour moi, il n'était pas du tout accessible. Mais sur quoi se base quel est le fondement qui peut laisser croire que c'est un fondement scientifique dans l'astrologie? Alors, il y a énormément de choses. La première, c'est l'aspect astronomique. Parce que n'empêche que l'astrologue utilise Jupiter, utilise Mars, utilise les positions dans le ciel, et tout ça c'est mathématique, c'est technique. Et donc ça donne vraiment l'impression, moi je me dis, il y a des astrologues qui pensent qu'ils font de la science en pratiquant l'astrologie. Alors que la science, ce n'est pas seulement manier des chiffres, manier des techniques. Et la deuxième chose, c'est le prestige de la discipline, qui a traversé le temps depuis 2000 ans, etc. Donc, quand même... Donc, ça confère comme un argument d'autorité. Ouais, OK. Ce sont des arguments d'autorité. Okay. Et en fait, il y a beaucoup d'arguments d'autorité comme cela. Alors qu'en fait, rigoureusement, quand l'astrologue fait son calcul, il a les positions de ses planètes et tout ça, au moment où il fait son calcul, on va dire que c'est de l'astronomie. Et au moment où il commence à interpréter, si Mars est en bélier, alors là, ce n'est plus de l'astronomie. C'est-à-dire que les astrophysiciens s'arrête ici. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est quand on parle d'astronomie, c'est façon de parler. C'est-à-dire que l'astronomie de l'astrologie, en fait, c'est l'astronomie antique. C'est l'astronomie géocentrique qu'on avait jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Qui donc n'aurait plus donc la base de l'astrologie ne serait plus, si elle était créée aujourd'hui, elle serait différente? Alors pas forcément, mais par contre, il faut considérer qu'elle est purement virtuelle. C'est-à-dire, ce sont des... réellement, quand vous pratiquez de l'astrologie, vous avez un cercle autour duquel vous faites tourner des points. Et ce sont réellement des points qui font des angles entre eux. Et en fait, ce que disent pas les astrologues, parce qu'il y en a beaucoup qui le savent pas, c'est que les positions qu'ils utilisent, ce ne sont pas les positions des astres. Parce que dans l'astronomie antique, on ne savait pas calculer précisément les éloignements des astres à ce qu'on appelle la ligne écliptique. C'est ça, donc maintenant on le sait, donc si on faisait les mêmes calculs, on n'arriverait pas au même résultat de toute façon. En fait, il devrait en tenir compte, et il y a des fois un courant astrologique parmi d'autres qui essaye d'en tenir compte, mais il n'arrive pas à des résultats meilleurs. C'est ça, parce qu'il y a toutes sortes d'astrologies différentes. Oui. Bon, premièrement, les 12 constellations, ça vient d'où? Parce qu'il y en a qui utilisent 13. Oui. Alors là, je viens de travailler 8 mois là-dessus. Ah oui? Donc, je ferai énormément de choses à dire. Pour aller très très vite, ça vient de Mésopotamie. En Mésopotamie, 1000 ans avant notre ère, on a des tablettes sur lesquelles on a un joli traité d'astronomie. Et en fait, ils décrivent ce qu'ils appellent le chemin de la Lune et du Soleil. Et ils disent que la Lune, le Soleil et les planètes empruntent le même chemin. Et ils donnent une liste de constellations. Et ces constellations, il y en a, je crois, 20 ou 24, quelque chose comme ça. Et en fait, ça c'est 1000 ans avant notre ère, et dans les 4 siècles qui vont suivre, ils vont vraiment faire de gros progrès techniques en observation. Ils vont commencer à être capables de prévoir le retour des planètes, parce que c'est pas du tout simple de prévoir le retour des planètes. Et à force d'être de plus en plus précis, on a un moment l'apparition d'un truc, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle le zodiaque. Et en fait, c'est un cercle qu'ils choisissent de découper en 12 parties égales. Donc on est en Mésopotamie. Mais c'est une création pure? C'est purement du repérage. OK. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que eux, leur idée, c'est de repérer les astres. Où sont les astres? Et donc, à un moment, quand ils opèrent ce passage, c'est un passage de simplification.
Donc on est dans le cadre d'une divination, c'est-à-dire qu'ils interprètent les positions des planètes dans le ciel, etc. Et puis on voit que c'est à peu près au milieu du 5e siècle avant notre ère, ils passent au repérage en signes. OK. Donc, de toute évidence, là, vous fouillez depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de choses qui sont démontées, puis on reviendra à certaines des choses que vous avez démontées. Mais votre but, et si vous venez de vous joindre à nous, on est avec Serge Brett-Morel, qui est ex-astrologue, maître en histoire et philosophie des sciences, qui donc a été invité par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec pour un grand entretien qui aura lieu demain. D'ailleurs, ce congrès-là commence aujourd'hui et se poursuit pendant quelques jours. Il y a il y a 2 conférences demain, une dans le cadre de l'Association des communicateurs scientifiques et l'autre dans le cadre des sceptiques du Québec. On vous donnera tous les détails. Il y a des livres aussi que M. Brett-Morel a écrit sur la question. Alors, vous croyez en l'astrologie au point... Vous y croyez ou vous savez que c'est de l'arnaque? Les astrologues croient ou ils savent que c'est de l'arnaque ou les deux? Il y a de tout. Dans le milieu, il y a de tout. Il y a des gens qui voient bien que... c'est l'exemple vraiment massue que je donne en ce moment. C'est que quand l'astrologue se trompe de date de naissance, quand il monte une mauvaise carte, en général, il ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça. Ça a vraiment participé à mes premières interrogations. Parlons de Galilée. J'avais une amie qui avait été contactée par un éditeur qui lui demandait un portrait astrologique de Galilée. Donc, d'après sa carte de naissance et en suivant les configurations des planètes au moment de ses procès, ce genre de choses. Et donc, elle nous avait soumis le résultat. Évidemment, tout marchait. Donc, elle expliquait toute sa vie, sa personnalité, absolument. La conjoncture de ses réussites, ses échecs, basée sur sa date de naissance. C'est ça. Mais là, coup de théâtre. Il y a un d'entre nous qui lui dit « Mais est-ce que tu es sûr de la date ?» De naissance. De naissance. Et en fait, elle s'était trompée de 2 ans. Et donc, les configurations n'étaient pas du tout les mêmes. Mais elle arrivait quand même aux mêmes conclusions. Eh bien, en fait, oui. En refaisant... Moi, je dirais que l'un des grands secrets de l'astrologie, en fait, c'est que l'astrologue retrouve dans l'astrologie ce qu'il avait déjà en tête. Très souvent, en fait, il a déjà des idées sur des situations. Des biais de confirmation. Bien sûr. Et en fait, il va essayer de chercher ce qui pourrait le confirmer dans les positions des planètes. Les jumeaux astro, c'est intéressant, ça aussi, parce qu'évidemment, il y a des expériences, il y a des méthodes scientifiques qui ont été utilisées dans le but de prouver soit la véracité ou non des techniques de l'astrologie. Les jumeaux astro, c'est intéressant. Oui. J'aurais juste voulu dire un mot sur Staline, peut-être. Ah ben, allez-y. Par rapport à la suite de Galilée. Parce que Galilée, ça a l'air d'être un exemple comme ça anodin, une erreur, ça arrive, ça ne remet pas en question. En fait, on s'est rendu compte en 2001 que Joseph Staline avait modifié sa date de naissance au moment où il avait commencé une carrière politique. On pense que c'était une date qui devait porter malheur dans la région où il était, quelque chose comme ça. Évidemment, il ne l'avait pas dit. Et pendant tout le XXe siècle, vous avez tous les astrologues de toutes les astrologies, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient élèves, etc., de toutes les astrologies du monde, qui ont régulièrement utilisé le thème de naissance de Staline, qui d'ailleurs était Capricorne, et tout à coup il est Sagittaire, pour montrer à quel point l'astrologie, ça marche bien. C'est incroyable que parmi ces milliers ou ces dizaines de milliers de personnes, personne n'a vu que ça ne marchait pas. Et vraiment, moi, c'est la question que je leur pose depuis quelques années. Comment déterminez-vous le vrai du faux dans vos interprétations? Et en fait, il n'y a pas de critères pour ça. Est-ce que tout est toujours basé sur la date de naissance en astrologie? Parce qu'il y en a qui peuvent vous dire, OK, mais ça, je crois... Bon, ça fonctionne pas, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent. Oui, voilà. Les saisons, par exemple. Alors, les saisons, c'est extraordinaire parce que si vous êtes Lion et que vous naissez en Europe, vous naissez en plein été, donc c'est flamboyant, etc. Mais par contre, si vous naissez en Australie, le Lion, il naît en hiver. Et ça, c'est une contradiction incroyable que les astrologues connaissent, mais qu'ils ne cherchent pas à résoudre. D'ailleurs, quand vous cherchiez à prouver vos croyances, vous avez posé cette question-là, je présume, en toute bonne foi? Ou vous êtes c'est ça, à ce moment-là, vous n'étiez pas déjà sceptique et critique. Vous étiez encore en train de tenter de prouver... Oui. En fait, j'étais un sceptique qui y croyait quelque part. Et c'est petit à petit que, à force de mettre des choses de côté, j'ai fini par sortir de cette croyance. Quel a été pour vous le premier vrai, je ne vais pas dire coup de massue, ou en tout cas réalisation que, OK, quelque chose cloche, moi, je peux plus. C'est petit à petit où il y a eu quand même des grands moments ou des grandes preuves? C'est plein de petits moments.
Et puis à la rigueur, il y a un grand moment final, mais qui met fin en fait à la démarche. C'est parce que c'est là je suis obligé de me dire bon bah je peux plus rester là-dedans. Mais sinon non, j'ai eu plein de petits moments. Je me rappelle par exemple quand je donnais des consultations à ma maman. Je me rappelle d'une fois, elle avait une très mauvaise configuration et je m'étais dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas. Et puis j'essayais de trouver des raisons pour ne pas lui dire. Et puis à un moment je lui en parle et je lui dis mais tu sais en fait bon ça c'est Saturne, c'est pas positif, mais il pourrait y avoir Uranus, il pourrait y avoir Mars, il pourrait y avoir. Et là j'ai pris conscience du fait que la complexité du système astrologique fait que il y a toujours des configurations astrologiques de partout, qui font que l'astrologue pense que c'est pas par hasard que les planètes sont à l'endroit où elles sont, mais en fait, il peut dire la même chose avec tellement de configurations différentes qu'en fait, c'est quasiment obligé de marcher. C'est intéressant de voir des astrologues essayer d'interpréter les dates des attentats, par exemple. Parce que quand vous savez que Mars renvoie à la violence, Pluton à la mort, Uranus aux explosions, Neptune aux religieux, et puis les angles négatifs en rajoutent encore, en fait, ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de configuration qui corresponde à ce qu'ils cherchent. Et donc, ça, c'est une approche véritablement sceptique et scientifique. Et moi, c'est ces questions-là qui m'ont vraiment fait sortir de l'astrologie. Quand j'ai compris qu'en fait, c'était joué d'avance. J'allais trouver quelque chose. Juste pour clore sur les jumeaux cosmiques, les jumeaux astro, c'est que vous avez pris des naissances à 4 minutes d'intervalle. Et là, forcément, ces gens-là devraient avoir le même parcours de vie, selon l'astrologie. Cette expérimentation est extraordinaire. Elle est signée Dean et Kelly, je ne sais plus, dans les années 80. Et en fait, ils ont eu accès à un fichier d'une autre étude. Les chercheurs avaient collecté vraiment les naissances de bébés sur une semaine dans un hôpital à Londres. Donc un lieu vraiment très très proche, vraiment le lieu de naissance était vraiment le même. Et puis les chercheurs justement avaient fait passer des tests de QI, ce genre de choses, mais en plus ils en avaient fait passer plusieurs au fil de la vie des personnes. Et donc comme on avait les dates de naissance, excusez-moi, en fait donc les chercheurs ont voulu comparer pour voir si l'astrologie pouvait rendre compte de l'évolution des personnes. Mais attention, parce qu'une semaine, c'est énorme. Donc en astrologie, par exemple, la Lune, en une semaine, va parcourir un quart du zodiaque. Donc on ne peut pas comparer des gens comme ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ordonné les naissances, de la première à la dernière, et ils ne les ont comparées que 2 par 2. Ce qui fait qu'en moyenne, il y avait 4 minutes d'écart à la naissance, ce qu'on appelle vraiment des jumeaux astrologiques. Et il n'y a absolument rien qui ressort, ni en termes de personnalité, ni en termes de réussite, on va dire, sociale. Mais est-ce que l'astrologie, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent et qui font non, mais parce qu'il y a des gens qui démontent ce que vous dites forcément en nous écoutant ce matin et qui ont dû tenter de le faire parce que vous étiez de cette communauté-là, communauté, je présume, qui s'est assez serrée, qui se tient, et là, à un moment donné, vous virez votre capot, donc ça n'a pas dû faire l'affaire des gens, mais il y a des astrologues peut-être qui nous écoutent et qui disent, mais jamais l'astrologie ne dit que 2 personnes nées en même temps à la même place vont avoir exactement le même parcours. Si ça prend ça pour démonter scientifiquement, ça prend pas grand-chose. Bah en fait, le fait qu'il n'y ait absolument aucun point commun entre des personnes nées à 4 minutes d'intervalle, enfin, il faut l'expliquer, c'est à l'astrologue de l'expliquer ça. Parce qu'il devrait au moins y avoir des choses qui se ressemblent. Quand vous demandez, quand vous êtes mis à demander à vos collègues de vous expliquer des choses, quelles ont été leurs réactions? En fait, je dirais ça a été assez, ça a été commun, c'est-à-dire que au début, ils essayaient de répondre, et puis ils n'hésitaient pas à me dire quand ils savaient pas. Et puis après, en fait, moi, je me rendais pas compte, mais je touchais vraiment les fondements de leurs croyances, ce qui fait qu'on pouvait pas aller très loin. Il y a un moment où ça remettait vraiment en question ce qu'ils croyaient, et donc ça se terminait assez mal. Et moi, j'avoue que je regrette, ça fait 20 ans maintenant que je travaille là-dessus. Il n'existe pas de critique astrologique de mon travail. Avec tout ce que j'ai produit déjà sur Internet, etc., les astrologues réagissent par le silence. Et c'est vraiment dommage. Mais pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est attelé à vouloir démonter vos arguments ou prouver des choses contraires? C'est difficile à croire, là. Moi, j'aime à penser que mon travail est rigoureux. Et moi, j'attends. Si quelqu'un vient et me démonte mes arguments, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui a été fait comme grande expérience ou expérience à grande échelle ou méthode de tester le pourcentage de réussite? Qu'est-ce que la science a proposé dans ce sens-là? Alors, il y a des centaines d'expérimentations
qui ont été faites sur l'astrologie. Des fois, on entend des gens qui disent « mais il faudrait quand même tester l'astrologie pour qu'on sache ». Mais non, ça fait un siècle qu'on le fait, dans toutes les disciplines, et surtout en psychologie d'ailleurs. Et en fait, ça ne marche pas. Dès qu'on a un protocole qui est rigoureux, les succès de l'astrologie disparaissent. Donc il y a 2 types d'expériences qui ont été répliquées de nombreuses fois. La première, c'est de demander à des astrologues de produire des portraits astrologiques des gens, à partir de leur carte de naissance. Et après, on demande aux personnes de retrouver leur portrait astrologique parmi 3. Okay. Donc le leur, et puis 2 autres tirés au sort parmi les autres personnes. Et bien, c'est systématique, ils le retrouvent dans 33% des cas. Okay. Comme s'ils le tiraient au hasard. Ben ça, les astrologues n'essaient même pas de l'expliquer, en fait. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, s'ils ne le retrouvent pas, c'est parce que, et on revient à l'effet Barnum, en fait, ils se retrouvent dans les 3. Et donc, c'est difficile de choisir. L'autre type d'expérience qui est aussi super intéressante, c'est que on donne plusieurs dates de naissance à un groupe d'astrologues et autant de renseignements qu'ils veulent sur la vie des personnes. Sauf qu'ils ne savent pas qui est associé à qui. Et après, on demande aux astrologues de retrouver les bonnes dates par rapport à toutes les questions qu'ils ont même pu poser eux-mêmes. Et à chaque fois qu'on fait ça, non seulement ils ne retrouvent pas, mais en plus, et c'est ça qui est à la fois plus grave et pour moi plus représentatif, c'est qu'ils ne donnent pas les mêmes réponses. En fait, l'astrologie, quand on rentre dans l'astrologie, quand on écoute les astrologues, il n'y a pas de cohérence générale. Il y a énormément de créativité. Et c'est ça qu'on aime pendant la consultation, par exemple. Mais cette créativité ne mène pas vers une connaissance. Pourquoi l'astrologie a duré si longtemps? Parce qu'elle a été remise en question il y a déjà plusieurs siècles de ça. Mais pourquoi elle dure? Alors, et est-ce qu'elle dure? Est-ce qu'elle a des dangers réels? Elle peut bien durer, puis si ça amène les gens à se poser des questions, comme vous avez fait, à trouver des réponses, à puiser en eux des réponses. Il y a des gens qui vont dire, mais ça marche, ça a marché pour moi. Vous trouvez quel réel danger à l'astrologie? Alors, il y a eu plein d'astrologies différentes dans l'histoire. Et en fait, elle semble rebondir à chaque civilisation et se transformer et s'adapter en fait au questionnement des philosophes de l'époque. Par contre, l'astrologie du XXe siècle, c'est une nouvelle astrologie. C'est-à-dire souvent on nous dit non, mais l'astrologie ça a 2000 ans, etc. L'astrologie du XXe siècle, qu'on a encore aujourd'hui, c'est l'astrologie du signe astrologique. C'est-à-dire que les gens n'hésitent plus à se définir par rapport à leur signe astrologique. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas avant le début du XXe siècle. Okay. Et donc, c'est typique dans ce genre de croyances qui renvoie à l'ancestralité. Donc, on n'était pas bélier avant le début du XXe siècle. Non, et en fait, quand on va regarder techniquement, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir les cartes zodiacales qui sont circulaires, qui représentent les signes astrologiques, mais en fait, auparavant, ce n'étaient pas ces cartes-là qui étaient utilisées. Et c'est au tournant du XXe siècle qu'il y a eu un changement dans les représentations, notamment parce que certains astrologues français ont voulu que leur représentation soit plus proche de la réalité dans le système solaire. OK, là, il y a eu recrudescence. Donc, les réels dangers seraient lesquels? Alors, moi, ce qui me gêne énormément... Parce qu'il y a les jeunes en ce moment, pardon. Mais c'est exactement. Ouais, OK, allez-y. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette astrologie des signes, en fait, je pense qu'elle mêle un certain nombre de biais cognitifs en même temps, qui n'étaient pas aussi évidents dans la carte de naissance, qui est beaucoup plus complexe. Alors que là, on a quelque chose qui nous permet de nous définir, en tout cas d'avoir l'impression de nous définir. Alors c'est très pratique, parce que d'un point de vue cognitif, le cerveau aime beaucoup ce qu'on appelle la rationalisation. C'est-à-dire qu'après coup, il essaye de comprendre pourquoi il a fait quelque chose, ou notamment qu'il regrette d'avoir fait. Ah bon, je suis taureau, donc je suis têtu, donc c'est un peu... c'est normal pour moi d'aller dans cette direction-là parce que c'est inscrit dans mon code. En gros, c'est ça. Humain, ouais. Un autre biais, c'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas une personne et qu'on la voit faire quelque chose, on se dit si elle a fait ça, c'est qu'elle est comme ça, entre guillemets. Alors qu'en fait, on ne la connaît pas, on ne sait pas comment elle est à l'intérieur. Et bien c'est vrai que d'un point de vue cognitif, c'est très efficace de pouvoir avoir tout de suite une explication spontanée, alors que elle peut être fausse. En fait, on n'accorde pas assez d'importance au contexte, sauf quand on prend conscience de ce genre de choses. Et donc, quand on juge quelqu'un, lui il est Sagittaire, lui il est Verseau, lui il est Lion. Mais comment ça se fait qu'on connaît tous nos signes,
nos ascendants, nos caractéristiques, même si beaucoup de gens ne croient pas? Oui, moi je pense que ça c'est dû justement aux horoscopes de presse. C'est-à-dire que les horoscopes de presse, on pourrait penser qu'ils sont là pour produire des prédictions, mais en fait il y a très peu de personnes qui suivent les horoscopes de presse. Moi je pense qu'avec ces prédictions qu'on entend dès notre plus jeune âge, on a dans ces prédictions des traits, des signes astrologiques qui sont insérés, et que petit à petit en fait ces horoscopes forment, notamment les plus jeunes, à l'astrologie. Et après vont leur donner envie d'aller voir ailleurs. C'est pourquoi vous prônez, Serge Brett-Morel, vous prônez l'interdiction de l'horoscope dans les journaux, dans les médias crédibles, sérieux, là. Je veux dire, l'horoscope, c'est littéralement un ensemble de fake news qui est produit tous les jours. C'est-à-dire que, d'un point de vue astrologique, l'horoscope de presse est absurde. Dans votre carte de naissance, il y a probablement des configurations différentes qui vont contredire ce que dit l'horoscope de presse. Donc, moi, je dis qu'il ne faut plus laisser l'astrologie aux astrologues. Et quand ils interviennent dans des médias, il ne faut pas hésiter à leur demander comment ils savent ce qu'ils savent. Est-ce qu'ils pourraient le justifier? Et là, on verra que, en fait, ce sont des arguments d'autorité, comme l'expérience personnelle, comme l'histoire, la tradition. Oui, c'est ça. C'est une science ancestrale. Exactement. Ça a traversé le temps. C'est basé sur des choses millénaires. Exactement. Ça fait partie des arguments. Mais chez les jeunes, parce que les jeunes de 18-34 ans disent consulter plus, croire plus. Les livres ésotériques, parmi 22 grandes catégories de livres là, dans une étude, a été la catégorie avec la plus forte croissance. Qu'est-ce qui est inquiétant pour vous dans le fait que les jeunes reposent sur l'astrologie pour prendre un certain nombre de décisions ou expliquer un certain nombre de comportements? Je pense que pour vraiment comprendre le monde aujourd'hui, il faut être un minimum familier de la démarche scientifique. Et ça, c'est pas du tout évident. Et réellement, cette approche du monde par l'astrologie, c'est tout le contraire. Et pour moi, c'est un retard, si vous voulez. Ça provoque un retard de questionnement chez les personnes qui y croient. Bon, il y a des sociologues qui expliquaient ça déjà il y a 20 ans. Ils appelaient ça le retard de questionnement citoyen. C'est-à-dire qu'au lieu de s'interroger sur les raisons vraiment sociales qui font que je ne réussis pas, je vais essayer de me dire est-ce que dans 2 ans, Saturne va avoir changé de maison et peut-être que là, ça ira mieux. Donc quand un astrologue dit, en gros, il y a des périodes favorables, il y a des périodes défavorables, c'est le contraire d'essayer de comprendre comment marche le monde. Ensuite, en termes de connaissance de soi, moi, c'est quelque chose qui me choque quand on dit Bélier, vous êtes comme ceci, voilà tel livre pour vous, ce genre de choses. Mais la connaissance de soi, c'est le contraire de cette démarche. On se connaît quand on se heurte à la différence, quand on va voir la nouveauté. C'est le contraire de dire comme je suis Bélier, comment est-ce qu'il faut que je sache? Moi, ce que j'aime bien dire maintenant, c'est Lion, vous voulez vous connaître? Allez essayer ce que font les balances. Et vous allez être surpris. Et c'est ça Oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, le congrès annuel de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec se tient à Montréal à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Il y a un grand entretien avec Serge Brett-Morel qui était notre invité et donc demain 15h. Il y a aussi une conférence au Centre humaniste du Québec organisée par les sceptiques du Québec, aussi possible de se joindre par Zoom, aussi demain donc 19h. C'est une conférence et non pas un grand entretien. Et puis il y a le livre L'astrologie, ça marche trop, itinéraire d'un astrologue déchu, qui est toujours disponible sur commande. Serge Brett-Morel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir.